Bonjour et bienvenue dans Capsule Z, le podcast dédié au film Dragon Ball Z. Moi, c'est Ika et je suis toujours accompagné de Zef. Salut Zef. Salut tout le monde. Alors Capsule Z, pour rappel, c'est un podcast qui sort un mercredi sur deux à 16h et qui a pour ambition de revenir sur les différents films par ordre de sortie et un peu de voir ce qu'ils apportent à l'univers Dragon Ball Z. On est super content des retours que vous avez fait au premier épisode, merci beaucoup pour l'accueil, ça fait super plaisir. On va aussi améliorer certaines choses. Voilà, le podcast c'est un format vivant, donc soyez pas surpris si le format change un peu à l'avenir, c'est prévu. Et pour rappel, on est aussi sur Twitter, Facebook et Instagram avec le @CapsuleZPodcast et sur tout un tas de plateformes pour diffuser l'épisode en tant que tel. Alors le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Le Robot des Glaces. Dans la version originale, le type le plus fort du monde. Il a été réalisé par Daisuke Nishio et il est sorti en mars 90, toujours dans le cadre du Toei Anime Fair. Donc c'est le même réalisateur que pour le premier film et c'est le même festival que pour le premier film également. Il est sorti au Japon entre la diffusion des épisodes 39 et 40. Autrement dit, Vegeta a été défait par les Z-Warriors, Piccolo est mort, et Goku est à l'hosto dans les vapes. Et pendant ce temps, Gohan, Krillin et Bulma sont partis sur Namek pour récupérer les Dragon Ball. Alors les incohérences majeures qu'on a dans le Robot des Glaces, j'en vois 3. La première, c'est que Gohan a un peu grandi. La deuxième, c'est que Goku apparaît dans le film en pleine forme, et qu'il maîtrise des techniques qu'il a utilisées contre Vegeta, alors qu'il est censé être à l'hosto et on est censé pas le voir. Mais surtout, l'incohérence principale, c'est que Piccolo est vivant, et qu'il est dans le film, alors qu'il devrait pas parce qu'il a été tué par Nappa lors de l'arrivée des Saiyans sur Terre quelques épisodes auparavant. Mais ça, on y reviendra. Et pour se remettre dans le bain, je pense que c'est au tour d'Ika de se prêter à l'exercice du résumé du film. Le film commence sur une plage. On voit des vagues s'abattre sur des rochers et... Ah merde, ça c'est le logo de la Toei. En vrai, on retrouve Piccolo qui lance des boules de feu sur des cailloux, comme dans la poursuite de Garlic, mais cette fois ce sont les glaces éternelles des montagnes de Zulmi-Zubri. Le décor est planté, mettez vos gants et vos bonnets, cette OAV sera glaciale. Le Dragon Radar fait bip, et on retrouve Oolong et Gohan, qui voulaient faire du ski, mais se retrouvent à chercher les Dragon Ball pour que le petit cochon se procure la dernière collection Victoria's Secret. Toujours dans les montagnes, le vieux du premier La Colline à des yeux invoque Shenron pour lui demander de ressusciter le docteur Willow, enfermé dans les glaces éternelles des montagnes de Zulmi-Zubri. De là, fonte des glaces, avalanche, et Shenron se barre. Le vieux, en réalité le docteur Cochin, se retrouve face à une immense forteresse désormais émergée façon Atlantide. Tout à coup, le film se dit qu'il va se débarrasser des épileptiques avec un écran titre qui précède... Oh, la vanne est trop forte pour toi. C'est terrible. Tout à coup, le film se dit qu'il va se débarrasser des épileptiques avec un écran titre qui précède le générique habituel de la série télé. Après le générique, Gohan et Oolong se retrouvent face à la forteresse et se font aggro par des Mecha Saibamen aux yeux rouges. Tonton Piccolo déboule et les défonce, mais trois moches attaquent le Namek. Gohan et Oolong se croient tirés d'affaire et rentrent chez eux peinards. Gohan, lui, il fait des devoirs pour une école qu'on n'a jamais vue de tout DBZ et c'est reparti pour une chanson. Pas de fruits chelous cette fois, hein, mais le petit voit quand même des équerres, crayons et autres danser avec lui pendant qu'il joue à Motus. En tout cas, on comprend qu'il rêve de se barrer avec Piccolo pour les aventures, quoi. À la Kame House, les Mecha Saibamen arrivent et demandent à Tortue Géniale pour l'inviter à une teuf vu qu'il est l'humain le plus fort du monde. Bon, on va dire qu'on est encore au début de DBZ. Hein. Il les tape, mais le docteur Cochin lui fout la pression pendant que les nabots verts attrapent Bulma. Goku apprend la disparition de Tortue Géniale et Bulma et saute sur le nuage magique. Gohan lui aussi il a envie de se barrer, mais sa mère Loïs le prive de sortie pour 3 semaines. Devant un super ordinateur, le subordonné de Dr Willow joue avec des leviers et amène Tortue Géniale dans une immense salle face à 3 montagnes de muscles, Kishime, Mizokatsune et Ebifuria. Cette fois, c'est la bagarre, et le vieux pervers s'en sort pas si mal. Il y a déjà un Kamehameha qui est lancé, mais Mizokatsune c'est un gros balourd jaune, et on le sait, comme tous les gros, il s'est renvoyé un ballon avec son ventre. Pendant ce temps, Bulma tape la causette avec le docteur Cochin, qui lui avoue que Dr Willow, il a peut-être été ressuscité par Shenron, il cherche quand même un corps parfait dans lequel greffer son cerveau qui fait des bulles dans du verre. Bulma poucave l'existence de Son Goku, et le cerveau qui parle la menace en lui disant que le réchauffement climatique, c'est lui. Goku arrive et se fait cache agresser par Mizokatsune. Il s'enfuit et entre dans la forteresse, mais la salle est piégée. 300 N-spinners lui font... Non mais, très très bien. Il s'enfuit et entre dans la forteresse, mais la salle est piégée. 300 N-spinners lui foncent dessus, mais il s'en sort, et après un coup de trompette, il sort le Kaioken et transperce d'un seul coup Mizokatsune, qui est en réalité un robot, c'est plus pratique pour éviter la censure. À l'étage suivant, Goku tombe sur les 2 sbires de Willow. Après une brève joute, Ebifuria balance un laser gelé qui emprisonne Goku. Krillin et Gohan en cosplay Piccolo déboulent d'on ne sait où et attaquent les deux moches. Kishime sort alors ses veines et s'en sert pour électrifier Gohan et Krillin.
Alors là, ça fout la haine à Goku qui ressort le Kaioken pour jongler avec Kishime avant de le déposer comme un livreur des livres. Tous réunis, les guerriers Z se dirigent vers la salle où se trouve Bulma. Ils font désormais face à Dr Cochin et Dr Willow qui racontent leur vie. En bref, Cochin est un fanboy de Willow qui veut foutre son cerveau partout et surtout dans le crâne de Goku. Ce dernier se fait capturer par un rayon rouge pas sympa, et alors que Gohan et Krillin cherchent une solution, revoilà Piccolo! Goku se libère de sa prison, mais il remarque que Piccolo il a les yeux jaunes et des grosses veines sur le crâne. C'est en réalité Majin Piccolo. Alors là, ça fait bim, bam, boum, pendant que Gohan chiale parce que tonton et papa se battent encore. Alors il gueule très fort et ça fait vibrer toute la forteresse. Dr Cochin s'en prend à Gohan avec sa canne laser, puis attaque Krillin sournoisement avec son bras transformé en Gatling. Tout à coup, Tortue Géniale déboule et le défonce. Bonus contre triple, Gohan était tellement furax que l'espèce de parasite sur la tête de Piccolo se brise et ce dernier redevient lucide. Après des explosions de partout et la mort de Dr Cochin, finalement lui aussi un robot moche, Dr Willow s'approche et dévoile sa vraie apparence. Un cerveau dans un robot géant avec des pinces. Franchement, on dirait Krang des Tortues Ninja mais avec un méca écrevisse. Nouvelle bagarre, nouvelle technique claquée. Tortue Géniale, Krillin et Goku balancent un Kamehameha qui sert à rien et ils se font tous atomiser par Dr Willow. Sauf Gohan qui sort le bâton magique et le jette à Goku. On était à deux doigts d'un moment légendaire. Goku fait des croche-pattes à l'imposant robot et Piccolo lui pisse dessus une avalanche de boules de feu inutiles. Retour du Kaioken x3 qui permet à Goku d'arracher une pince à Willow. Et ensuite on enchaîne avec un Kamehameha contre laser jaune. Goku est contraint de passer au Kaioken x4. J'ai déjà vu ça. La forteresse est détruite, mais le Dr Willow est expédié dans le ciel, toujours vivant. Déterminé à faire sauter la planète, Goku décide de l'en empêcher en faisant un Grenelle de l'environnement, plus communément appelé le Genkidama. La vanne est bonne, putain. Dr Willow le prend de court et déclenche une attaque qui fout Goku en PLS. Gohan et Tonton Namek foncent dans les cieux et attaquent Willow. Krillin, lui, il se fait balayer en une seule pichenette et le robot menace désormais la Terre d'une attaque surpuissante. Comme à toute convention écologique, Goku brasse de l'air pendant des plombes et largue finalement son Genkidama après avoir remercié tous les partenaires écureuils et fougères. Dr Willow se prend l'attaque de plein fouet, Genki partout, cerveau nulle part, et c'est une affaire rondement menée. Goku est retrouvé dans la neige pendant que Piccolo marche vers l'horizon comme un bad boy, mais lâche un petit compliment au petit avant de se barrer. Peut-être que la prochaine fois, ce sera avec Piccolo qu'il fera du ski. Alors ce qui est intéressant avec le robot des glaces, c'est qu'il sort quasiment un an après le premier film. On s'est tapé tout l'arc Vegeta, et on a vraiment l'impression en sortant du visionnage que les enjeux sont les mêmes, quoi. On a vraiment une structure qui est similaire avec Gohan, le personnage au potentiel qu'on ne connaît pas, mais qui va plus ou moins résoudre les blocages que subissent les personnages. On a toujours Piccolo qui est le personnage antagoniste dont Oolong a peur par exemple quand il le voit, mais qui est en train petit à petit de se muter en un personnage fondateur pour Gohan en tout cas. Et c'est un statut intéressant pour Piccolo, on aura l'occasion de revenir dessus dans quelques minutes, mais il a vraiment ce côté personnage mauvais pour tous, sauf pour Gohan qui voit en lui la lumière qu'il peut y avoir dans ce perso. Enfin voilà, du coup c'est presque un espèce de doublon du premier film, avec une situation différente, et en même temps, ce film-là intègre ce qu'on a vu avec l'année précédente, avec l'arc Vegeta, quoi. On est encore sur un début de Dragon Ball Z où les enjeux en fait se posent, où en fait on sollicite à peu près tous les personnages pour ce qu'ils ont de particulier, comme tu le disais, Piccolo qui devient progressivement un allié, on a encore Tortue Géniale et tout. Donc ouais, dans ce sens-là, c'est pas forcément un doublon, tu vois, je dirais, mais plutôt une sorte de... Les enjeux sont les mêmes que le premier film, ça c'est sûr. Ouais, on poursuit la transition dont on avait parlé dans le premier épisode, avec ce côté, c'est la fin de Dragon Ball et le début de Dragon Ball Z. Comme tu le disais dans ton résumé, en faisant cette petite vanne sur Tortue Géniale, où voilà, on sent qu'on est encore au début, parce que Tortue Géniale est encore considéré comme un personnage puissant par les antagonistes, quoi. Alors que c'est des persos qui ont 50 ans de retard, et donc du coup, ils n'ont pas compris que les terriens dans Dragon Ball, c'était fini, quoi. Maintenant, on passait dans l'espace, quoi. Du coup, Zef, moi je te propose qu'on parle un peu, qu'on commence un peu cette discussion avec les différents personnages en fait qui sont présentés encore une fois sous des jours assez différents de ce qu'on voit dans l'animé. C'est aussi pour ça personnellement que j'aime beaucoup les OAV, c'est parce qu'ils présentent les personnages comme on les voit dans les fillers. C'est-à-dire on voit Gohan étudier, on voit Oolong faire des bêtises. Ouais, comme tu le disais, on a Gohan qui
qui travaille. On a Goku qui est dans sa baignoire, là, dans son... Trop drôle, ça. C'est une scène super marrante, quoi, parce c'est Oolong, je crois, qui vient le voir, qui lui dit « Putain, c'est la zone », et lui, il est là « Je prends mon bain, frère, laisse-moi tranquille ». Dans un vieux tonneau chauffé. Ouais, le vieux tonneau chauffé au feu de bois. Enfin, vraiment, c'est ces petits moments-là qui sont hyper attachants dans l'animé et qu'on retrouve de manière hyper concentrée à chaque début d'OAV, quoi. Et donc, du coup, t'as vraiment ce côté super sympa, d'autant plus que, pour le coup, Goku, dans le film, il a vraiment cette palette très complète, et ça, c'est un des points forts du film, je trouve, avec le perso qui est un peu comique, c'est un peu un jeune père, un peu... Enfin, il sait pas trop comment se comporter avec son gamin, etc. Et ensuite, plus tard dans l'animé, quand il va aller sauver Tortue Géniale, on va retrouver le vrai Goku de l'arc Vegeta, avec un perso qui est ultra réactif, qui est ultra vénère, qui part au quart de tour. Enfin voilà, on a vraiment le perso officiel, on va dire, le Goku officiel, le Goku de la baston, alors que 5 minutes avant, on avait le Goku qui est là en train de traîner, de prendre son bain et d'en avoir rien à foutre, quoi. C'est ça. Bah, un peu comme dans le premier, au final, on va pas trop s'apesantir sur les comparaisons avec À la poursuite de Garlic. Enfin, l'idée, c'est pas non plus de comparer chaque OAV avec son prédécesseur. Ouais. Mais disons que vu qu'on est sur les mêmes enjeux, en effet, Goku, ici, tient encore un peu ce truc de personnage marrant, qui devient vénère par la suite, quoi. Et c'est quelque chose, en fait, d'assez plaisant. Mais l'intro du film est assez réussie, hein. Bah, on voit Piccolo qui tape des rochers, quoi. Alors, ça aussi, c'est vraiment bizarre. C'est son move signature, quoi. C'est ça, c'est le move signature. En 3 plans, t'as compris que Piccolo qui tape des rochers. Sauf que cette fois, les rochers se brisent pas parce que ce sont les glaces éternelles imbrisables de Zulmi Zubri. C'est un truc qu'on verra plus jamais dans tout Dragon Ball Z, si je ne m'abuse. Ouais. Et ce qu'il y a de particulièrement cool, je trouve, c'est cette petite quête un peu interdite où t'as Oolong qui ramène Gohan dans les montagnes, parce que ça commence à la Kame House, en fait. Ouais. Ça commence à la Kame House, Oolong il pique le Dragon Radar, et puis hop, ils vont dans les montagnes. Mais ce délire de... en plus, tu sais, il y a ce plan, genre Gohan lui demande « Mais alors, qu'est-ce que tu voudrais faire comme vœu à Shenron ?» Et là aussi, la blague éternelle de Oolong qui veut une petite culotte, quoi. Alors que wesh, si tout le monde est endormi et que tu peux choper le Dragon Radar, t'as qu'à choper une culotte de Bulma, non ? C'est pas que d'aventure pour une culotte, quoi. Comme d'habitude, les enjeux autour de Oolong sont hyper absurdes, quoi, et ça fait mourir de rire, quoi. Ah, mais c'est trop bien. Surtout que le mec demande encore une culotte, quoi. Ça, c'est pas juste, il demande une culotte, c'est exceptionnel, quoi. C'est un truc qu'on voit, qu'on a déjà vu auparavant, quoi. Putain, s'il avait internet, il aurait juste à lâcher 20 balles pour une camgirl, hein. Enfin, franchement... Terrible. Putain, les culottes, il y en a plein, hein. C'est un peu son comportement irrévérencieux qui déclenche le film, en fait, quoi. Avec vraiment ce côté, tu le dis pas à tes parents, on va faire un truc... Enfin, il a un côté méga transgressif. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est marrant, quoi. C'est que le personnage, en fait, est grotesque. Et t'es là devant le début du film, et t'es là, mais pourquoi, en fait, Gohan dit rien à ses darons ? Pourquoi, lui, il va embarquer un gamin de 5 ans dans une aventure en haut de la montagne ? Enfin, quand tu le prends un peu... de manière terre à terre, t'es là, mais le début du film n'a aucun sens, quoi. Oui, c'est ce que tu dis, c'est que ça n'a pas de sens. Et moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est leur petite quête à la rigueur. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le délire où, en fait, t'as Piccolo qui se fait bolosser par les 3 gars. On ne voit pas encore les 3 sbires de Willow à ce moment-là. On voit juste des espèces de petits inserts, de petits plans ultra fugaces où tu vois juste leur gueule, ouais, voilà. Et en fait, tu vas derrière... voir Piccolo se prendre une attaque. Moi je croyais qu'il attaquait au début, l'espèce de d'aura rouge autour de lui, et tu comprends plus tard que c'est une prison dans le film, que c'est une attaque qui emprisonne. Et ensuite cut, et tu passes à Gohan qui est chez lui, qui fait ses devoirs. Et c'est extrêmement étrange. Alors, il est pas tout de suite en train de faire ses devoirs, je crois. Ils se font expulser par une attaque ou je sais pas quoi, ils sont sous la neige. Il se réveille, ouais. Là, t'as Oolong qui lui dit chut, tais-toi, et ensuite, paf, il se retrouve chez lui. Donc ouais, c'est très étrange en fait. Tu comprends pas pourquoi pourquoi ils ont abandonné Piccolo. Enfin, c'est très, très étrange. Je sais pas ce que t'en as pensé de cette scène-là, mais j'ai pas compris. La scène d'intro, ouais, je la trouve hyper déroutante en fait, parce que déjà, on est dans une montagne tout en blanc et en bleu, et ça coupe énormément avec le nuancier rouge orangé du film précédent. Et ouais, c'est nuancier de bleu froid, avec l'invocation de Shenron, quand le docteur utilise les Dragon Ball tombent dans la crevasse et Shenron sort de la crevasse, et on a une impression de grandeur qui est hyper bienvenue pour le personnage de Shenron. Ouais, c'est super réussi, hein. Et ensuite, qui est hyper impressionnante, qui est très réussie, ouais. Cette transition de on voit Oolong et Gohan en train de tryhard sur une montagne
on a des palettes super froides, un personnage qui est hyper vénère, Shenron qui arrive, c'est très solennel, ça confère un ton hyper sérieux au film, qui tranche énormément avec la présence d'Oolong en fait, quoi. C'est vrai. Et ce glissement vraiment soudain avec on part du perso qui est là pour faire des vannes de cul à direct l'ennemi super vénère avec ses sbires super vénères qui tape le perso le plus vénère de l'univers le plus vénère, c'est hyper déroutant, quoi. Et c'est encore plus déroutant quand on sait que Gohan est attaché à Piccolo et qu'effectivement il ne fait rien pour l'aider, il est juste là, oh bah je sais pas où est Piccolo, bon bah on rentre. C'est super surprenant, quoi, comme début de film. Par contre, vraiment, je trouve l'intro réussie du film, quoi. Ça pose les enjeux, il y a la menace, tout est compréhensible. Enfin, au-delà de ce petit point précis. Ouais. T'es tout de suite investi de la même mission que Oolong et Gohan qui veulent les Dragon Ball, tu vois. Je sais pas, je trouve qu'il y a un sens de l'aventure qui est vraiment fort. Et l'arrivée de Shenron, alors c'est assez marrant parce que les Dragon Ball tombent, et comme tu le disais, en fait, Shenron, il sort... Mais genre, il met 10 secondes à sortir de l'espèce de glacier, là. Ça, c'est super intéressant. Et puis, il y a aussi ce côté, les éléments se déchaînent, quoi. C'est-à-dire que le vœu crée, de fait, une catastrophe. Le vœu de ressusciter quelqu'un, ça crée la catastrophe de, justement, Willow qui... c'est pas très clair, hein, parce que c'est genre... Ouais, ressuscite Willow, d'accord. Et sa résurrection provoque l'émergence de la forteresse... et la fonte des glaciers, il y a vraiment ce côté apocalyptique, quoi. Mais du coup c'est intéressant parce que 30 secondes avant, enfin vraiment on reste là sur les 5 minutes de l'intro et je trouve que cette intro elle est très très riche parce que au tout début du film, le premier plan c'est Piccolo qui dit j'arrive pas à casser le glacier, il faut une puissance incroyable pour briser la glace, etc. Et 30 secondes plus tard on a Shenron, la force de la nature, qui bouleverse ces éléments là avec l'émergence de la forteresse et qui fait aussi comprendre que cette forteresse cache un danger qui est plus puissant que tout ce que les personnages ont vu auparavant, quoi. Donc c'est très très bien, je pense, pour définir les enjeux et pour définir l'aspect vénère des persos, quoi. Alors aussi dans cette scène d'introduction, il y a un truc qui est assez frappant, c'est juste après le vœu de Dr. Cochin, on se retrouve avec Gohan et Oolong qui tombent nez à nez avec des Biomen, de ces Saibamen mécaniques aux yeux rouges, assez étrange. Bon, j'ai pas trouvé ça super inspiré. Enfin, tu sens vraiment qu'ils étaient à la dèche en termes de design et qu'ils se sont dit, bon, ils ont tous compris que les Saibamen, ils sont redoutables à ce moment-là de DBZ. Allez hop, on leur balance des Saibamen avec des yeux rouges, ça ira très bien, quoi. C'est vraiment swap color, quoi. J'ouvre juste une parenthèse d'ailleurs sur les Saibamen. J'ai regardé en faisant quelques recherches là pendant qu'on préparait l'émission. Et en fait, des bestioles de ce genre, il y en a 7 ou 8 espèces différentes. Et il y en a surtout en fait qu'on va retrouver dans Dragon Ball Heroes. Ils savaient pas quoi foutre et donc du coup ils se sont dit putain il y a 25 ans on a utilisé un recolor d'un perso, on va continuer là-dessus, quoi. Et j'ai juste trouvé ça très drôle, ouais, que le perso soit représenté toujours sous la même forme, quoi, cette espèce de singe avec un... Ah, tu trouves que c'est des singes ? Ben on dirait des espèces de singes, ouais, je sais pas, des singes avec des pinces, enfin ils sont hyper bizarres. Ah ouais, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé que c'était des petits scarabées où je les trouve beaucoup plus proches de celles que des singes, par exemple. Ah ouais, je sais pas, moi je les trouve très simiesques, mais après c'est peut-être le fait que je les rattache aux Saiyans pour le coup, je sais pas. Et juste pour finir avec ces Saibamen là, les Biomen plutôt, c'est assez intéressant parce que ça ouvre un peu à Dragon Ball Z la porte de la biotechnologie, un truc qu'on reverra beaucoup plus souvent, puisque le Dr. Cochin explique plus tard que en fait ce sont des espèces de créatures mécaniques mais faites de biotechnologie. Alors bon, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça ouvre un peu la porte à Cell, à Bio Broly qu'on retrouvera plus tard, et en fait à beaucoup de robots et de cyborgs. Pareil, les cyborgs, androïdes, c'est jamais très clair en fait si leur nature est purement mécanique ou alors si ils ont une partie humaine. Voilà, le film place tout de suite avec ces ennemis-là, la problématique du rapport entre la nature et la technologie, la biotechnologie, voilà, c'est cette question de la frontière, c'est un des thèmes principaux du film, on reviendra dessus. Ouais, puis même, je trouve que leurs designs sont assez proches, en fait, du design du Dr. Willow, et donc il y a un petit côté annonce de ce que va être le personnage antagoniste de la fin du film. Alors, au centre du film, dès le début, en fait, on retrouve immédiatement Sangohan. Alors pour plusieurs scènes, hein, donc cette scène d'introduction qu'on vient d'évoquer, mais aussi une petite scène toute mignonne, vous le savez maintenant, celle que j'affectionne particulièrement, ce sont les scènes avec Gohan à la maison qui étudie ou qui vit son petit quotidien.
On a les montagnes au fond, on a voilà, la petite maisonnée, la petite famille et tout. Mais moi, du Dragon Ball Slice of Life, ça m'irait très bien, je crois. Et c'est l'occasion d'une petite chanson. Alors moi, j'étais tout content. Une petite chanson où Gohan va donc citer des mots un peu au hasard, un peu au pif. Une chanson qui va, en quelque sorte, voilà, revenir sur ses envies profondes, hein, puisque on le voit étudier, on voit qu'il prend un peu son pied à étudier, quoi, qu'il y a un peu un petit plaisir de jouer avec les mots et tout. Il fait le con avec des équerres et tout. J'ai trouvé ça ultra mignon. Et tout à coup, en fait, c'est une espèce de sérénade à Piccolo. Voilà, il dit que il aimerait bien faire les aventures avec Piccolo, partir au bout du monde avec Piccolo, etc. Ce qui est quand même très syndrome de Stockholm, hein, pour quand même un mec qui l'a jeté se battre avec des dinosaures à 4 ans. Mais passons. Et voilà, j'ai trouvé ça très mignon. J'ai trouvé que ça participait un peu de la relation Piccolo-Gohan, et c'est quelque chose d'assez important. Enfin, tout au long du film, et du coup le placer comme ça en 1 minute 30, pour ceux qui situent pas trop, voilà, là on comprend vraiment l'affection que porte Gohan à Piccolo. Et aussi ça se représente, cette volonté de s'émanciper un peu de ce cadre familial, ça se représente aussi par une esthétique un peu chibi, donc mignonne, petite, avec un trait de contour très prononcé. Et j'ai trouvé, alors je sais pas ce que t'en as pensé, que ça reprenait un peu le générique de fin de Dragon Ball, où Gohan marche vers la gauche avec les espèces de collines, enfin lui qui dévale les collines. Ouais, la petite planète qui roule là, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est mignon, ouais. Enfin, moi personnellement, la chanson m'a un peu saoulé. La première partie de la chanson, en tout cas, j'étais là, ah putain, encore une chanson, et j'ai pas été accroché avec autant de vivacité que la chanson du premier film, par exemple. Mais toute la deuxième partie sur Piccolo, où on a vraiment le glissement de j'adore l'école à j'adore aller à l'aventure avec tonton Piccolo. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça... je me suis laissé prendre, ouais, à cette marque d'affection un peu naïve, en fait, qu'a Gohan pour son maître. Par contre, il y a vraiment quelque chose d'assez étrange, on en parlait tout à l'heure, hors enregistrement, mais il y a cette scène, ces petits plans très étranges où justement Gohan crie son amour à Daddy Piccolo. Et en fait derrière, on voit des plans de Piccolo qui se sacrifie face à l'attaque de Nappa pour protéger Gohan. Donc des extraits de l'animé qu'on voit dans une espèce de teinte un peu bleue. C'est hyper glauque. C'est ultra bizarre. Moi je disais, c'est totalement inapproprié. C'est très étrange, ouais. Imaginez Goku à la fin de Dragon Ball Z qui se dit ah là là, Krillin mon meilleur ami, et il voit Krillin qui se fait défoncer par Freezer. C'est quand même pas clair. Ça manquerait pas de piquant, ouais. Et alors justement, en parlant de Gohan, on va parler un peu de son maître. Puisque voilà, Piccolo dans le film a un rôle tout aussi important que dans la poursuite de Garlic. Quelque chose qui est assez surprenant, c'est Majin Piccolo. Alors je dis ça un peu pour plaisanter, mais voilà, Piccolo, il a cette espèce de parasite étrange. Alors moi je dis que c'est un parasite, mais disons qu'il a... Tu sais, au début je croyais que c'était des veines, ouais. Vu que voilà, Piccolo, quand il est tout colère, il a des veines ultra turgescentes. Mais en vrai, ça se casse, ça se brise, et j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de boule à l'arrière. Enfin voilà, c'était très alien, quoi. C'est un peu facehugger inversé, quoi. Ouais, c'est un dispositif un peu étrange, ouais. Alors Zef, moi je te propose maintenant qu'on parle un peu de Dr Willow et Dr Cochin, puisque voilà, un bon OAV, c'est des bons méchants, des bons vilains. C'est voilà, passage obligé. Et voilà, je voulais savoir un peu qu'est-ce que t'en avais pensé de Dr Willow et son larbin, en fait, et aussi donc des sbires du film. Bah écoute, le Dr Willow m'a bien plu. Déjà, j'ai bien aimé son design, là, cette espèce de grosse bestiole mi-hal, mi-crabe, 100% 2001 l'Odyssée de l'espace. Ça m'a fait pas mal rigoler. Il y avait des plans avec le gros œil rouge qui regardait les persos, et les persos dont on voyait le reflet en face. Enfin, voilà, la ref est assumée, et elle est assez sympa. C'est Toriyama lui-même qui a designé le perso. Et je le trouve assez cool parce qu'il est assez détonnant avec les personnages de cette portion-là du manga. Le manga, là, il commençait à nous habituer à des personnages qui sont très organiques, avec du combat au corps à corps permanent, des hommes singes, des trucs de cet ordre-là. Et là, on se retrouve d'un coup avec un robot géant,
Et c'est un truc qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans Dragon Ball, quoi. Et du coup, ça m'a fait plutôt plaisir. Bah disons qu'on avait un peu ça avant avec voilà l'armée du ruban rouge ou avec les mechas de Pilaf. Ouais. C'est des trucs qu'on avait déjà un peu, mais ouais, disons que cet OAV là avec ces méchants là, c'est vraiment, il s'affirme vraiment comme une espèce de film ultra pulp des années 60 de science-fiction quoi. C'est vraiment le robot de Mars, la planète machiavélique. Enfin, il y a vraiment ce truc. Tu sais, on dirait un film claqué au sol avec des effets spéciaux rincés, quoi. Donc voilà, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir, quoi, en tout cas, de voir que le Dr. Willow, il est vraiment dans ce truc, tu vois. Rien que le fait que ce soit un cerveau dans un robot, ce qu'on retrouvera avec le Dr. Gero notamment, que Dr. Koshin c'était le moche dans La colline à des yeux. Voilà, je vous invite à faire une petite recherche Google si vous n'avez pas vu le film. Mais le fait d'avoir le crâne très allongé, le fait qu'il lui reste plus de Chico, il y avait quand même une vibe très horrifique en fait dans ce film-là. Ouais, puis le design du perso correspond totalement à ce à quoi on peut s'attendre de la part d'un savant fou, en fait, quoi. Ils ont vraiment ce délire savant fou avec le professeur et sa créature. Et en fait, la créature est lui-même un professeur qui a lui-même créé sa créature. Enfin, t'as cette espèce de boucle qui est un peu sympa, qui enrichit, en fait, la mythologie du savant fou traditionnel, quoi. Ce qui est aussi marrant, c'est qu'en fait, tu vois, il joue avec les apparences. Le docteur Koshin, que tu crois être un humain, en fait, il essaye de faire vivre le docteur Willow, qui est une espèce d'abomination de la nature, quoi. Enfin, un cerveau dans une boîte. Enfin, c'est très étrange. Il a vraiment ce côté Frankenstein. Et en fait, il s'avère que c'est lui-même un robot lorsqu'il explose et qu'il est démoli à la fin du film. On a un tout petit plan assez gratuit où on voit un robot pardon, avec un design assez étrange. Ça tranche vraiment avec les autres designs de robots du film, quoi. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on dirait vraiment une espèce de prototype, une grosse boîte de conserve, très étrange. Même les sbires, tu vois, les sbires que tu crois. En fait, les sbires, donc Miso Katsune, Kishime et puis Ebifuria, en fait, sont tous les trois des robots. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est surtout que c'est encore une question d'apparence. C'est que ce sont des personnages qui sont très organiques. Tu vois, Miso Katsune, il est plein de petites aspérités sur le bide, tu vois, il a des petites cornes, il a des petits pics. Les trois sbires, en fait, justement, surjouent presque leur organicité, pour parler savant, alors que ce sont des robots. Donc tu vois, je trouve que dans l'OAV, il y a un petit truc aussi sur les apparences, quoi. Ouais. Sur le fait que la technologie, elle fausse les apparences, et que du coup, elle est pas authentique. Il y a un peu ce truc-là. Et j'ai bien aimé ce côté, comme tu dis, c'est des cyborgs qui sont créés pour se battre avec leurs particularités physiques, et c'est ces particularités physiques-là qui sont intimement liées à leur corps. Et c'est un truc qu'on va perdre, ça par contre, avec par exemple les cyborgs du Dr. Gero, qui seront eux plus dans la binarité machine-humain, quelque chose de plus simple et de moins monstrueux. Peut-être qu'en fait, au fond, c'est presque une déception, quoi. J'aurais bien apprécié que, quitte à avoir des cyborgs monstrueux, il y ait eu quelque chose qui aille un peu plus loin, qui soit un peu plus étrange, parce que le design de Willow, il est hyper surprenant, leurs designs à eux sont hyper surprenants, leurs méthodes de combat sont hyper surprenantes. Peut-être j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin encore. Ah, t'étais pas rassasié, quoi. Ouais, c'est ça, il m'en fallait un tout petit peu plus, quoi. Ah, alors que justement, tu vois, je trouve que le Dr. Koshin, qui voilà, utilise sa canne pour tirer un laser et que il transforme son bras en Gatling. C'était un super moment, ça, c'est vrai. En fait, quand j'ai maté le film pour la première fois, cette scène-là dont tu parles avec le bras Gatling, ça m'a fait hurler. Et j'étais là, waouh, trop bien, Tetsuo, l'homme, la machine, méga bien. Enfin, j'étais vraiment en train de jubiler devant mon écran. C'est un truc que j'ai eu sur ce perso-là, mais que j'ai pas eu avec autant d'intensité sur Ebifuria, Kishime, Misokatsu, etc. Peut-être parce que c'est des persos qui sont un peu plus ancrés dans Dragon Ball. Enfin, j'ai un espèce d'avis qui est assez paradoxal en fait sur ces persos. À la fois, ils m'ont ambiancé. Et à la fois, par exemple, Misokatsu, c'est Boeing dans la Muscle Tower. C'est un archétype de personnage qu'on va retrouver. Et j'aurais bien aimé qu'on ait un truc qui soit un peu en dehors de ces archétypes-là. Bah, je comprends, en fait, parce que ce sont des particularités organiques plus que physiques. Ça pourrait très bien être des aliens, en fait, le coup des veines, du laser gelé, ou alors de... Donc ouais, je comprends ta critique, mais je trouve que les persos en soi sont assez originaux. Donc, mine de rien, ça m'a quand même plu, même si en effet c'est pas des particularités purement cybernétiques. Tu prends par exemple
Ebi Furia, voilà, le laser gelé, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, on va dire des pouvoirs magiques comme ça, quoi. C'est pas de l'énergie pure. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'aime bien cet aller-retour entre technologie et magie qu'il y a vis-à-vis des pouvoirs qu'ont ces personnages-là. Parce que, mais par exemple, Willow, c'est un personnage qui va influencer tout l'arc-Cell, tout l'arc des cyborgs. Mais avec cette aspiration à vouloir changer de corps, on a aussi cette référence à Ginyu du commando Ginyu, qui lui échange les corps de façon très magique, quoi, avec juste une espèce de vague d'énergie un peu mystique. Alors c'est marrant que tu parles de Ginyu, parce que justement les sbires, j'allais le dire, en fait, me font penser au commando Ginyu, en fait. Ouais, ils ont ce côté-là, ouais. Avec leur couleur, le côté très... tu vois, t'as des espèces de petits cartons qui les annoncent, genre jaune, rouge, vert. Tu vois, il y a ce côté très... Alors, il leur manque juste la danse et le côté Sentai, mais... Ouais, puis même chaque perso a un pouvoir très particulier, comme dans le commando Ginyu. Ouais, c'est un... Putain, en fait, ouais. Hein. C'est un truc qui se tient, ouais. En fait, ouais, c'est peut-être un first try du commando Ginyu, hein, en vérité. On sait que Toriyama recycle souvent ses persos, quand bien même il s'en souvient jamais. Hein. Je vous renvoie à toutes les interviews qu'il donne, où c'est calamiteux, quoi. Il y a notamment une interview avec Oda, le gars de One Piece, qui lui parle de Tao Pai Pai, et Toriyama a oublié qui c'était. C'est succulent. C'est le meilleur hein, perso en plus, quoi. Mais oui. Et donc voilà, malgré ça, Toriyama, alors on sait pas s'il recycle ses persos ou si du coup il oublie ses propres idées, mais Mizokatsu par exemple, le côté grand gaillard jaune avec un petit haut rouge, capable de renvoyer des attaques avec son gros ventre, bah on retrouve ça 30 ans plus tard dans Dragon Ball Super, puisque justement bah voilà, on a Botamo de l'univers 6 qui est un personnage vraiment similaire, quoi. Alors pas du tout monstrueux, hein, c'est un gros nounours façon Winnie l'ourson, mais voilà, quoi. Je pense que c'est intéressant de souligner que Mizokatsu préfigure un peu Botamo. Et du coup aussi, ouais, c'est vrai, là je réalise un peu, mais aussi le commando Ginyu, quoi, avec des pouvoirs très spécifiques, des couleurs, et le Dr Willow qui veut changer de corps, quoi. Et puis ce qui est intéressant avec Willow, c'est que non seulement c'est une influence pour l'arc Cell, mais que c'est aussi une influence pour l'arc de Freezer, tout bêtement. Et d'ailleurs, une petite anecdote un peu marrante qu'on peut remarquer, c'est que le thème musical de Willow, qui a été composé pour l'occasion, pour le film, est récupéré pour être le thème de Freezer dans l'animé. Et donc on a ce personnage qui est hyper oublié, parce que c'est pas un personnage très marquant, on va dire, dans les antagonistes des différents OAV Dragon Ball, ni même dans l'univers en général. Et donc c'est un personnage qui est super intéressant parce qu'il est complètement oublié, et il se retrouve précurseur de l'arc Cyborg, précurseur de l'arc Freezer, et du commando Ginyu. Alors non seulement Dragon Ball Z recycle parfois des personnages pour les confronter à de nouvelles situations, donc comme je viens de vous l'expliquer avec Botamo et Mizokatsu, mais il y a aussi des structures narratives qui sont efficaces et reprises d'un épisode ou d'un film à l'autre. C'est pas un mal en soi, hein, ça peut servir le propos et les thèmes en question, hein, c'est pas du tout quelque chose, moi personnellement, qui me gêne. De reprendre voilà, des clichés, hein, ce qu'on appelle positivement, on va dire, des tropes, voilà, des petites équations narratives pour que ça fonctionne. Et donc voilà, j'en ai noté quelques-unes. On a la reprise du combat contre Vegeta déjà. Ça c'est quelque chose qui est assez surprenant, parce que alors que la série télé venait de finir l'affrontement entre Goku et Vegeta, on a certaines reprises, notamment une grande importance faite au Kaioken, vraiment comme démonstration de puissance de Goku. Bon, moi je suis un Yankee total du Kaioken. Ah, mais pareil, c'est peut-être ma technique préférée de tout Dragon Ball. Elle est incroyable. Puis là, pour le coup, la façon dont elle est traitée dans le film, les impacts sont hyper percutants. Chacun des moves du Kaioken sont ultra classe et gratifiants. Le sound design était au top. Enfin, vraiment, c'est une belle utilisation du Kaioken dans le film, je trouve. Bah, y a Ebi Furia notamment qui se mange une patate, où t'as Goku en fait qui trace, il balance le Kaioken pour sortir de son glaçon, et en fait il fonce sur Ebi Furia, il lui fout une patate, et pendant ce temps il va défoncer Kishime avec la fameuse attaque Kaioken qu'on retrouve donc utilisée face à Nappa. On a le Kaioken utilisé donc lors d'un Kamehameha x3 qui ne suffit pas à défaire le Dr Willow,
et donc Goku passe en Kaioken x4, et en l'occurrence, voilà, alors déjà, bon, moi j'étais trop content, hein, parce que c'est... Enfin, déjà, dès qu'il y a des combats de laser, c'est bon, j'ai de nouveau 8 ans. Oui, puis c'est super gratifiant, quoi. Ah, c'est génial, c'est super bien mis en scène, et puis voilà, le x4, quand tu vois le laser qui décuple lui aussi de volume et d'intensité, et que du coup le Kamehameha balaye Dr. Willow, c'est ultra plaisant. Mais en tout cas, voilà, on est dans une reprise du combat contre Vegeta, et enfin, on a le Genki-Dama, où voilà, Goku réunit l'énergie de la planète le plus possible, mais il se fait surprendre par une attaque beaucoup trop rapide qui le cloue au sol. Bon, bah là, c'est vraiment le combat contre Vegeta. En fait, Vegeta Vegeta interrompt Goku avant qu'il puisse lancer le Genki-Dama, et je pensais, je sais pas ce que t'en as pensé toi, je pensais que ça allait être Gohan ou Krillin qui récupère l'énergie accumulée par Goku pour que ce soit, voilà, Gohan ou Krillin qui balance le Genki-Dama comme dans l'animé. Est-ce que t'as aussi eu un peu cette impression ? Ouais, je m'attendais à ça aussi, hein, que ce soit Piccolo ou Gohan qui récupère l'énergie. Alors pour ce qui est de Piccolo, je suis pas sûr que ça l'aurait fait, parce que la particularité du Genki-Dama, c'est que c'est une boule d'énergie qui ne peut être manipulée que par des personnes au cœur pur. Et on le voit tout à fait, d'ailleurs je trouve que c'est un très joli plan du film, ce moment où le Genki-Dama lancé par Goku à la fin passe devant les yeux de Gohan et Krillin en brillant doucettement. On le voit, il est là, ouais, c'est moi, je suis l'orbe gentil, etc. On le voit passer devant Piccolo de façon un peu plus vénère, et ensuite il tombe sur le personnage antagoniste du film, et là, déchaînement de puissance, et on comprend tout de suite les enjeux et les effets de l'attaque, de manière super claire d'une part, et d'autre part, on comprend que cette boule, c'est une espèce de représentation de la loi divine de la nature, une espèce de puissance morale qui s'abat sur les hommes couverts de démesure, et de transhumanisme délirant. Enfin voilà, c'est un objet qui est hyper symbolique et qui en même temps trompe les attentes qu'on avait jusque-là, parce qu'on était vraiment dans un délire de bon, d'accord, ça va être comme l'arc Vegeta, quoi, super. Et puis en fait, bah non, à la fin, c'est Goku lui-même qui fait tomber le couperet de la justice, quoi, sur l'antagoniste. Lors de cette scène aussi du Genki-Dama, tu vois, moi ce qui m'a pas mal plu, c'est que puisque Goku il est claqué au sol pendant un petit instant et qu'il y a un moment de doute sur comment est-ce qu'on va défaire Dr. Willow, il y a Gohan et Piccolo qui foncent dans les cieux pour défoncer Willow. Et sauf que ça marche en fait. Ils arrivent à lui casser un peu la gueule. Je crois que c'est à ce moment-là que la vitre en verre qui protège le cerveau se brise, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça non seulement intéressant, mais j'ai trouvé que c'est... En fait, j'ai presque regretté qu'il l'assume pas vraiment. Ouais. J'aurais préféré presque que ce soit une fin alternative à l'arc Vegeta. Que ça aille au bout, ouais. Et qu'en fait, voilà, Goku soit vraiment laissé de côté, et que ce soit Gohan et Piccolo, puisque leur relation est un peu au centre du film aussi, comme on le disait avec la chanson, et puis avec Majin Piccolo, etc. Et qu'en fait, voilà, Gohan et Piccolo se débarrassent définitivement du Dr. Willow. J'aurais préféré ça, je crois. Et enfin, sujet quand même très important, parce que voilà, il y a à la fois un grand méchant, c'est un grand film, mais il y a aussi des grands décors. Il y a aussi des décors super importants, des choses marquantes. Alors bon, j'avoue que les glaces éternelles de Zumi Zubri, je sais pas si je m'en rappellerai dans 2 semaines, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que t'as pensé des décors d'un point de vue esthétique? Est-ce que t'as trouvé qu'ils étaient bien faits? Qu'est-ce que t'en as pensé en fait dans ce film? Alors comme j'en parlais au début, ouais, de l'émission, déjà pour ce qui est des environnements, j'ai adoré les palettes beaucoup plus froides avec du bleu métallique, cette impression de grandeur qui confère vraiment un ton très sérieux au film. Ça m'a beaucoup plu, cette espèce de cadre avec du rien, du vide à perte de vue, qui en même temps crée une espèce d'impression une impression de minuscule au niveau des persos, et qui en même temps réduit vraiment à une seule zone, quoi. C'est vraiment, tout se passe dans la montagne, et ensuite tout se passe dans la forteresse, dans la montagne. Alors pour ce qui est des décors de la forteresse à proprement parler, je les ai pas trouvés. Là, tu vois, j'ai pas de trucs qui me reviennent particulièrement, à part l'espèce de grand pilier qui s'illumine à la fin du film et qui signifie que le méchant va entrer dans sa phase finale de puissance, etc. Mais ouais, cette espèce de forteresse technomagique m'a pas parlé plus que ça, en fait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah justement, en fait, je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que d'un côté, je trouve qu'il y a ce truc très réussi
de la direction artistique. C'est dans des palettes qui sont très froides, certes, mais qui sont aussi assez peu contrastées. C'est assez indistinct, je trouve, les formes. Voilà, en fait, la direction artistique me plaît, mais en même temps, je trouve pas du tout ça mémorable. J'arrive pas du tout à me souvenir de la configuration de certaines salles. Et en même temps, il y a Koshin qui joue avec des leviers et tu te retrouves dans une salle ou une autre. Il n'y a pas vraiment de construction. Alors narrativement, il y a une construction, hein, c'est celle de la tour du muscle ou du vaisseau de Babidi. Donc en fait, Goku, dès qu'il arrive par la porte d'entrée, il doit se taper un ennemi, puis monter à l'étage, un autre ennemi à l'étage, un ennemi à l'étage, etc. Donc ça, en termes narratifs, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien parce que c'est un peu du réchauffé, mais encore une fois, si ça marche, ça marche. Mais en même temps, voilà, il y a des salles qui sont très différentes. Il y a la salle rouge où Tortue Géniale se bat contre les 3 sbires. Par ailleurs, comment est-ce qu'il arrive à les tenir les 3 d'un coup ? Incompréhensible. Et en fait, il y a la salle toute noire avec Tortue Géniale et Bulma. Ça, c'est le budget qui a disparu avec. J'aime beaucoup la direction artistique, mais je regrette vraiment qu'on n'arrive pas à se repérer. C'est ça le gros problème. Là, c'est une question d'espace. C'est que tu n'arrives pas à te repérer dans le film. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté Atlantide. Ouais. Tu vois ? Ce que j'ai aimé, c'est le côté un peu Agartha, le côté... ville cachée, ouais, ville perdue, ouais. Je vois l'idée, ouais. Ancienne forteresse, ville ancestrale planquée sous les glaciers, au pôle Nord et tout. Ça, j'ai trouvé ça top, quoi. Déjà, parce que ça fait frétiller le complotiste en moi. Mais aussi parce que, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et bon, impensable, quand on parle de science-fiction... et de vaisseaux spatiaux, de ne pas penser aux vaisseaux d'Alien, je trouve. Bien sûr, ouais. Au vaisseau d'Alien, le côté très organique, justement, de cette forteresse, le côté écrevisse, mais... Tous ces couloirs sous-exposés, tous ces trucs avec des lumières très tamisées et en même temps très crues. Il y avait vraiment cette petite référence à Alien qui était assumée, hein, comme la référence à 2001 et comme d'autres références sans doute. Et mais juste, enfin là je suis d'accord avec toi, ouais, quand j'ai regardé le film, j'étais un peu préoccupé par quelque chose qui me sortait un peu constamment du film. Et je savais pas si c'était l'animation globale qui était en dessous, la direction artistique qui me plaisait qu'à moitié. Et je trouve que t'as bien résumé en fait le truc qui m'a chagriné, c'est vraiment le fait qu'on n'arrive pas à se repérer dans ce bâtiment. Et il y a des moments où on peut se servir de ça comme justement un outil pour perdre le spectateur ou perdre les personnages. Et ça rend un côté un peu labyrinthique qui rend le lieu fascinant. Mais là, en fait, j'étais juste du père devant le film. J'étais là, on passe de ça à ça, d'accord. Et du coup, ça perdait complètement la tension que j'avais devant le film sur certaines scènes, quoi. Et l'un des derniers espaces, moi, qui m'a interrogé, pour le coup, c'est du hors-champ. Ou en tout cas des choses qui nous sont montrées, mais c'est une curiosité pour moi. C'est quand le docteur Koshin et le docteur Willow expliquent à Bulma qu'ils ont ravagé la Terre déjà, et qu'en fait, ils ponctionnent l'énergie de la Terre et l'exploitent. Donc le petit message écolo du film, où en fait voilà, on voit des terres arides, on voit des terres avec une grosse teinte rouge, où les arbres sont morts, où il n'y a plus d'animaux, etc. Ils viennent de ressusciter et quelques temps plus tard ils ont déjà causé tant de mal à la planète. Enfin, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est une scène qui est pas mal parce qu'elle permet justement de vraiment mettre en avant la dichotomie, on va dire, thématique essentielle entre Goku et Willow. En fait, l'affrontement, il est presque idéologique. On a les climato-sceptiques contre les écolos, quoi. Oui, clairement, parce que Willow, il est là, comme tu disais, il ponctionne l'énergie, il détruit, il terraforme, en fait. Il pose pas de questions, il rase, quoi. Alors que Goku, le fonctionnement de son attaque ultime, le Genki-Dama, c'est de ponctionner une partie, mais la contrepartie, c'est déjà une protection de l'environnement, et ensuite, c'est une ponction qui est vraiment partielle et minime, qu'on va retrouver quasiment à chaque utilisation du Genki-Dama. Il n'y a que l'utilisation dans le combat contre Boo, où on va demander aux gens de donner un peu plus pour que le combat puisse être résolu. Et c'est ça qui est vraiment
intéressant avec ce Genkidama en fait, c'est que c'est vraiment un objet de... C'est pas un objet de puissance, c'est un objet de protection. Bah, on a pas mal de plans en fait qui font correspondre justement le Genkidama avec la planète. Notamment comme quand tu le décrivais, l'orbe passe entre Gohan et Krillin, voilà, on a une petite musique et on a pas mal de plans sur la nature justement, même quand Goku fait son petit discours en mode donnez-moi votre énergie. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que le Genkidama c'est, comme tu le disais, une espèce d'attaque protectrice de la nature qui serait presque émise de la Terre elle-même. Toi, tu dirais presque que c'est une question de quantité, si je comprends bien, de ponction, c'est-à-dire qu'en fait, Dr. Willow, il prend tout, et Goku demande un petit bout, mais en fait, je crois que c'est une différence de nature même, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une exploitation chez le Dr. Willow, c'est-à-dire qu'en fait, il prend la nature comme quelque chose d'inerte, d'inintéressant, c'est terre à terre, c'est quelque chose dont tu t'empares, la nature, tu l'exploites, tu en transformes quelque chose, une logique très rationnelle, très capitaliste, pardon de lâcher les gros mots, mais voilà. Alors que chez Goku, on est beaucoup plus dans un rapport spirituel à la nature, en fait. Le Genkidama, pour moi, ouais, tu le disais tout à l'heure, il y a un côté divin, en fait. Le Genkidama, c'est la terre elle-même, c'est le rapport à la nature, et c'est pas tant qu'il va... Tu vois, je dirais pas qu'il ponctionne de l'énergie, mais il demande de l'énergie. C'est là toute la différence. Goku, il fait du crowdfunding. Ouais, non, mais c'est exactement ce que j'entendais par là. Voilà, j'ai pas utilisé le bon mot, mais disons que c'est un emprunt. Voilà, c'est une demande de transfert et pas une appropriation. Alors pour conclure, Zef, qu'est-ce que t'as pensé de Dragon Ball Z, le robot des glaces ? Bah écoute, le robot des glaces, je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé moins marquant que le premier film. Mais là, le fait qu'on en papote un peu, et puis même le fait de me remettre en tête certaines séquences, je me dis que c'est quand même pas un si mauvais film que ça. La première fois que je l'ai vu, j'étais là, c'est quand même un vieux rip-off de l'arc Vegeta, c'est un peu relou quoi. Et en fait, je me dis que le film a quand même en filigrane des tas de petites lignes d'analyse qui rendent le propos assez riche quoi. Et puis ce qui me semble sympa, c'est que dans l'animé, le combat contre Vegeta venait d'avoir lieu pour les spectateurs, et là on reprend ce combat et on le transpose dans un film un peu idéal, dans lequel Piccolo est pas mort, Gohan peut encore combattre main dans la main avec lui, le père de Gohan, Goku, est en pleine forme, tout va bien pour lui. Il y a presque un côté rêve de Gohan avec ce film au centre duquel il est, avec un début très exploration, un peu Indiana Jones, on est dans la montagne, il va se passer des trucs, est-ce qu'ils vont avoir les Dragon Ball ou pas, on sait pas. Et puis ensuite ces personnages qui sont hyper détonnants avec ce qu'on a d'habitude, pas nécessairement en termes de design, mais en termes d'énergie. Ils ont vraiment un côté très plastique, il y a cette espèce de robot géant qui sort de nulle part, qu'on voit très rarement dans les films Dragon Ball. Et puis ouais, comme dit, cette espèce de relation à Piccolo qui se crée, et qui est un peu une relation rêvée, quoi. J'ai l'impression que tout le film nous donne cette espèce d'impression d'être dans un espèce de rêve où rien de tout ça n'a pu se produire, et en même temps tout est possible, quoi. J'ai pas mal aimé ce film. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah pareil, j'ai trouvé que c'était un film assez réussi. J'avais les mêmes doutes que toi en le voyant une première fois. J'ai trouvé ça assez fade, assez insipide. Peut-être le fait que tu vois le film, quand j'y pense, j'ai des nuances de noir profond et du blanc glace en tête. Donc pour moi, la palette de couleurs m'a un peu freiné dans mon appréciation du film. Je trouvais ça très plat. Et voilà, en effet, je trouve qu'il y a quelques défauts, tu vois, dans la construction de l'espace et tout, où t'es un peu en mode ouais, ok, tu vois, tu vois pas trop où ça va. Mais j'ai trouvé l'affrontement final très chouette, et surtout en fait c'est l'histoire, c'est le scénario moi qui m'a plu, pas tant pour ce qu'il a raconté parce que c'est assez sommaire, on a l'habitude de tous ces récits là, mais par contre ce qui m'a vraiment enchanté c'est la thématique technologie contre nature, et l'ancrage dans le genre de la science-fiction des années 60, voilà, très pulp, très cinéma d'exploitation. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé les persos aussi assez intéressants. Le Dr Koshin est assez pénible rapidement, mais au final je l'ai quand même bien aimé. Et le Dr Willow, vraiment, c'est un cerveau dans une boîte à gueule d'écrevisse, c'était trop drôle quoi. En tout cas voilà, nous on a plutôt apprécié ce film. On est assez curieux à l'idée de découvrir le prochain
le combat fratricide. Mais avant de conclure et de vous laisser en musique, Zef, je crois qu'il est l'heure de la Minute Shenron. Quand j'étais ado et que je lisais Dragon Ball, mon moment préféré c'était les planches illustrées entre les chapitres où on voyait Goku et sa clique se balader ou partir en vacances. Ce qui me rendait fou, c'était de voir qu'ils portaient des fringues pas comme celles du reste du manga. Bulma, on a l'habitude de la voir se balader dans toutes sortes de collections printemps-été hyper chamarrées, mais Goku par exemple, en dehors de l'uniforme orange de la tortue qui le caractérise, point de salut. J'étais là à bouquiner sur mon plumard et à attendre ces petites illustrations inutiles comme on ouvre un calendrier de l'Avent. Alors qu'on est au beau milieu du championnat d'arts martiaux et que quand même, Jackie Chun il a l'air super balèze. Quelque part, ces petites illustrations c'était souvent l'occasion pour Toriyama de présenter ses persos en train de chiller dans des vêtements de notre quotidien, de ceux qu'on porte pour partir en week-end au bord de l'océan avec des potes. Une sorte de respiration entre deux coups de tatane quoi. Sauf que pour partir en week-end dans les années 90, faut un véhicule. Et des véhicules, que ce soit le combi Volkswagen des familles ou la moto du futur Akira Style, dans ces planches là on voit que ça. Leur design est rond et coloré. Ils fourmillent de détails tout simples, comme un sticker sur la portière ou un croisillon détaillé sur la gomme d'un pneu. Ces carlingues, elles sont souvent en composite, elles sont formées d'assemblage de plaques, avec des phares aux yeux ronds et des calandres toutes dentues qui font de grands sourires au lecteur. Ça rend cartoon mignon, d'une part, et d'autre part ça donne l'impression de faire face à un patchwork un peu rétro-futuriste. Et c'est probablement cette esthétique mi-chibi tout rond tout mignon, mi « ah je vais mettre des boulons là, et là je vais mettre une mitrailleuse » qui va inspirer quelques années plus tard le design de véhicules dans des jeux comme Metal Slug ou Advance Wars. Et rien que pour ça, merci. D'ailleurs, Akira, si tu nous écoutes, on va pas se mentir, remplacer les feux de position de ta chignole par une paire de mitrailleuses lourdes, c'est peut-être cohérent dans un spin-off de Mad Max, mais je suis pas certain que tu traverses Biscarrosse ou Argelès-sur-Mer sans tomber sur 2-3 petits problèmes avec la maréchaussée. À bon entendeur. En fait, ça se voit sur ces planches, ça transpire même. Toriyama, il adore les véhicules. Je crois même que Toriyama adore les machines. Sa façon de dessiner les avions, les voitures, les motos, les mechas, comme on peut le voir dans l'OAV dont on a parlé aujourd'hui par exemple, avec simplicité et minutie, pour leur donner un aspect organique hyper caractéristique, ça me fascine, encore aujourd'hui. Et parfois je me demande pourquoi Toriyama s'est pas contenté de faire un manga de mecha. Alors bon, les pisse froids là, je vous connais. Vous pourriez me dire que c'est parce que c'est difficile à dessiner, parce que la ligne éditoriale du moment s'y prête pas, blablabla. J'en ai rien à branler. Moi je trouve ça trop sérieux comme explication. Je préfère me dire qu'au fond, ce qui a empêché Toriyama de faire un manga rempli de véhicules ou de mecha à la Gundam, c'est la limitation en vanne de cul. Et par vanne de cul, j'entends simultanément sexuelle et intestinale. Par exemple, je me figure mal un Panzer se faire chambrer parce qu'il porte pas de culotte. Ou alors c'est moi qui ai l'esprit étriqué. Finalement, c'est peut-être la difficulté à développer autant qu'il l'aurait voulu toute la grivoiserie et l'absurdité qui caractérisent son humour avec des sujets froids et mécaniques comme les bagnoles, qui l'a poussé à introduire progressivement des cyborgs dans ses productions, histoire d'ajouter un peu d'humain, un peu d'humour, un peu de faillible en fait, dans la machine, dans Dr Slump comme dans Dragon Ball. Ah, j'allais dire Arale. Bah ouais, Arale typiquement quoi. Shout out Arale. Mais voilà, Arale elle est là, mais les cyborgs, j'en parle pas plus parce que bon, c'est un autre sujet et que toi-même tu sais qu'on aura largement le temps d'y revenir dans une prochaine chronique. Finalement, et pour conclure, je me dis que le vrai plan de Toriyama, c'était de pouvoir secrètement s'adonner à sa passion pour la mécanique en nous faisant croire, sans jamais vraiment nous la mettre à l'envers, que Dragon Ball, c'est pas qu'un vaste catalogue Pirelli. Alors peut-être qu'au fond, c'est pas un complot et que je suis pas le seul à avoir mis le doigt sur quelque chose. Peut-être qu'au fond, le D dans Initial D, c'est pas pour Drift, mais pour Dragon Ball. Je vous laisse méditer là-dessus. Eh bien, cette Minute Shenron décidément très mécanique conclut le deuxième épisode de Capsule Z. Vous pourrez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter au @CapsuleZPodcast, tout attaché. Voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu. On essaye évidemment de s'adresser à tous les fans de Dragon Ball Z comme à ceux qui ont juste envie de découvrir un peu plus la saga. Enfin, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas, on lit tous les commentaires. Et comme d'habitude, on va s'arrêter en musique. Zef, je crois que tu as un morceau de choix à nous présenter. Je vais vous parler de Michel, plus connu sous le nom de Hironobu Kageyama, qui est le chanteur légendaire connu pour Chala et Chala et We Got a Power, les deux génériques de Dragon Ball Z. Et dans ce contexte très particulier, on va vous diffuser Ikusa, qui est le générique de fin du deuxième film, composé par Takeshi Ike et chanté par Kageyama. On se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de Capsule Z.